une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est en Vendée, un territoire généreux qui se dévoile sous 3 visages exceptionnels que nous vous emmenons aujourd'hui. Dans le bocage, l'histoire des guerres vendéennes reste gravée dans ces collines verdoyantes. De Gilles de Rais au général Charette, l'histoire de France s'écrit sous vos yeux. Durant les conflits, les meuniers ont aussi un rôle d'informateur. Le long de la côte de Lumière, laissez-vous envahir par l'extraordinaire beauté du passage du Bois et de l'île de Noirmoutier. 1, 2, 3. Hop. Plus à l'intérieur des terres, le sud Vendée cache de nombreux trésors. Le marais Poitevin charmera les amateurs de nature sauvage. C'est un site exceptionnel sous toute lumière. Et les fins gourmets découvriront la fabrication originelle du préfou. En tout cas, ça ouvre l'appétit. De surprise en éblouissement, partons tout de suite à la découverte de la Vendée, avec ceux qui aiment, qui animent et protègent cette magnifique région. Pour cette première escale, remontons le temps et partons à la découverte de l'histoire intrigante et fascinante du bocage vendéen, où se mêlent forteresse médiévale, manoir mythique des guerres de Vendée et paysages verdoyants d'une infinie beauté. Laurent Tixier est un homme de théâtre. Profondément attaché au somptueux décor qui l'entoure, il s'en inspire chaque jour pour créer des fresques historiques dans une mise en scène majestueuse. C'est par un moyen de transport original que Laurent a décidé de nous emmener à la découverte de paysages grandioses. Embarqué dans un train des années 50 pour une balade extraordinaire de 3 heures aller-retour entre Mortagne-sur-Sèvre et les Herbiers. Alors les gars, ça va là? Ça va Camille? Impeccable. Alors, on est parti? On est parti. Ah. Allez. Alain Pouron et Camille Théard sont 2 bénévoles passionnés du chemin de fer vendéen. Ils nous amènent à travers les magnifiques monts de Vendée, perchés à 285 mètres. C'est une ligne pratiquement de montagne. C'est pour ça qu'on appelle ça la Suisse vendéenne. Alors. Voilà, c'est ça. Et on passe trois viaducs, donc, dont le magnifique viaduc de Barbin qui fait 38 mètres de haut. Et ça, on ne peut pas le découvrir, sauf à pied. Amoureux inconditionnels de ce train touristique, en activité depuis 1992, Camille et Alain aiment faire découvrir aux vacanciers les secrets de leur campagne, tout en contribuant à la sauvegarde du patrimoine ferroviaire vendéen. Je suis mécanicien dans l'âme. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit. Quand mes parents m'emmenaient en vacances, j'allais pas à la plage, j'allais à la gare voir passer les trains. C'est fabuleux. Il y a une vraie poésie quand même. Ah oui, oui, oui. C'est l'Orient Express. Et c'est d'ailleurs dans un authentique wagon de l'Orient Express que vous pourrez avoir le plaisir de déjeuner ou de dîner. Dans les cuisines, Grégory s'active en coulisses pour servir à temps les mets gourmands de ses convives. Ça chaloute tout le temps comme ça ici? En permanence, ouais. Ah ouais. Et tu fais pas tomber des affaires là? Donc c'est arrivé, là tout à l'heure on a fait tomber une dizaine d'assiettes. Ah quand même. Donc faut prévoir un peu de marchandises en plus, quoi. Et là t'as toujours le balai des casseroles en haut là, comme ça là. En permanence, ouais. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête quoi. Mais c'est jamais tombé. Ah bon, heureusement. Mais t'arrives à reconnaître le conducteur de la loco par la manière dont À la façon de rouler, voilà. Après avoir passé presque 1 an dans le wagon, on ressent, on arrive à ressentir les conduites de chacun. D'accord. C'est en haut du surprenant viaduc de Barbin, construit en 1904, que vous pourrez déguster les plats de Grégory, tout en admirant une vue à couper le souffle. Alors là, Camille, c'est vraiment le belvédère de la Vendée, hein?
Tu as dit le mot exact, Laurent. Et regarde que comme c'est chouette et bucolique, comment nos deux braves pêcheurs au bord de la Sèvre nantaise. Je pense que nous allons y aller. Hein? Allez. Forts de leur succès, les bénévoles de l'association se sont lancés dans la restauration d'un nouveau wagon Orient Express. Le temps d'un déjeuner ou d'un dîner, revivez cet art de vivre des grands express européens. Pour cela, pensez à réserver ce fabuleux voyage dans le passé. Dominant la vallée de la Sèvre, le château de Tiffauges nous transporte dans l'incroyable histoire de la Vendée médiévale. Cette forteresse de la démesure, connue comme étant le château de Barbe-Bleue, compte 700 mètres d'enceinte et abrite le plus grand conservatoire d'Europe de machines de guerre héritées du Moyen-Âge. Pour cette plongée dans le passé, Laurent a tenu à retrouver Renaud Beffette, un spécialiste des machines militaires médiévales. Quel site magnifique! Et oui, c'est un château, on est sur le plus grand site fortifié de l'Ouest, 3,5 hectares en sein de bonnes et fortes murailles, comme on disait à l'époque. Alors, pourquoi ce château de Marche? C'était pour surveiller. Ici, on est en Vendée. Oui, le Poitou, quoi. Poitou, oui. Là-bas, le clocher que tu vois, c'est la Bretagne. Ah bah oui. Et puis là, les maisons que tu vois, c'est le Maine-et-Loire, l'Anjou. Donc on surveillait 3 provinces en même temps. Le château de Tiffauges devint la propriété du sulfureux Gilles de Rais au XVe siècle, quand celui-ci épousa Catherine de Thouars. Personnage d'ombre et de lumière, Gilles de Rais fut l'illustre compagnon d'armes de Jeanne d'Arc pendant la guerre de 100 ans. Renaud emmène Laurent dans un endroit secret de Tiffauges pour lui raconter un aspect plus ténébreux de la personnalité du seigneur de guerre. Alors là, Laurent, tu vois, je t'emmène dans un endroit qui est vraiment interdit au public, là. C'est dans cette partie du château que Gilles de Rais se livrait à des sévices sur de jeunes enfants pour plaire au diable. Ces petites victimes, pour éviter de les traîner, parce qu'elles devaient se débattre devant les gardes, ça faisait mauvais genre, il les amenait par une porte dérobée et dans un passage secret qui est derrière ce mur-là. Tu as un couloir qui est parallèle à celui-là et qui va déboucher directement dans son château. Ça a évité qu'il se fasse voir en compagnie désagréable. Mais c'est l'antre du diable ici. C'était un sale personnage, le diable, effectivement. L'ogre d'Ulysse, comme on l'appelait à l'époque. Premier serial killer de l'histoire, Gilles de Rais aurait tué dans ce château plus de 140 enfants, dans le but d'atteindre la pierre philosophale. Un triste record qui lui a valu le surnom de Barbe Bleue, qui, vous allez le découvrir, revêt une explication bien particulière. Lui, au Rabatteur, avait des chevaux de la race des Barbes, une race qui existe toujours. Et si maintenant, pour dire un noir très foncé, on va dire aile de corbeau, à l'époque, on disait bleu. Donc les hommes qui chevauchaient les campagnes à la recherche de petites victimes pour Gilles de Rais étaient sur des barbes bleues. 2 siècles plus tard, dans son conte, Charles Perrault dotera Gilles de Rais d'une barbe, alors qu'à l'image de tous les nobles, l'homme était rasé. Comme tout grand seigneur, Gilles de Rais possédait un incroyable arsenal de guerre. Aujourd'hui, une quinzaine de pièces permettant l'attaque ou la défense du château sont reproduites à l'identique au sein de la forteresse. Grue médiévale, mangonneau, ces machines possèdent tout un nom propre. Mais c'est avec le couillard que Renaud propose à Laurent une petite initiation. Alors là, Renaud, on est vraiment en présence d'une véritable machine de guerre, non? C'est une véritable machine de guerre, c'est une reconstitution évidemment. Ces machines qui ont été utilisées au siège d'Orléans, donc Jeanne d'Arc et Gilles de Rais les ont utilisées, abondamment même. Elle s'appelle un couillard, j'y peux rien, c'est comme ça, je retrouve ce nom-là dans toutes les factures et Napoléon III disait qu'il suffisait de regarder la machine pour en comprendre l'étymologie. Utilisé pour démolir les fortifications avec ses boulets de pierre, pesant entre 35 et 80 kg, le couillard pouvait effectuer jusqu'à 10 tirs par heure. On va faire un tir? Ouais. C'est toi qui vas déclencher? Ouais. T'as du courage? Oui, pourquoi pas. Bon. Alors, je commence par mettre la fronde dans l'auger, tu vois. C'est là qu'on va mettre le projectile. Tiens, Laurent, tu peux m'aider? Tu mets le projectile, s'il te plaît, dans la poche de la fronde. D'accord. Ah oui, c'est lourd. Ça pèse. Voilà, parfait. À toi l'honneur. J'avoue que je suis un peu impressionné. C'est un peu dangereux, tu peux être impressionné. Ah oui, d'accord, tu m'encourages là. 1, 2, 3. Impressionnant, hein? C'est carrément impressionnant. Quittons les merveilles du Moyen-Âge pour le monde des alouettes. Véritable
véritable livre ouvert sur l'histoire des guerres de Vendée qui opposèrent les républicains aux royalistes entre 1793 et 1796. Ponctuée de 2 moulins à vent, cette colline est un témoignage de l'activité rebelle des meuniers pendant cette période. Et c'est avec Loïc Langlais, dernier meunier du Mont des Alouettes, que Laurent a voulu partager cette page d'histoire. Durant les conflits, les meuniers ont aussi un rôle d'informateur, puisque grâce à la position des ailes, en fonction de leur positionnement exact vis-à-vis de la tour, ils pouvaient informer les armées blanches, en tout cas les Vendéens, sur l'avancement des troupes républicaines, les Bleus. D'accord. Et sur les 8 moulins présents à l'époque, seulement 2 passaient le code. Les autres continuaient à travailler normalement. Par exemple, dans cette position exacte ici, La croix grecque. la croix grecque exactement, cela signifiait rassemblement. Donc les Vendéens devaient se rassembler pour se préparer au combat. Au XVIIIe siècle, en pleine guerre de Vendée, 1600 moulins jalonnaient le bocage. Les 2 derniers encore présents aujourd'hui ont été magnifiquement restaurés et inscrits à l'inventaire des monuments historiques en 1975. Une merveille que vous pourrez découvrir avec Loïc, qui vous fera pénétrer dans ce haut lieu de la mémoire vendéenne. Alors ici, on commence le processus de fabrication de la farine, donc processus traditionnel, puisque le moulin a commencé à tourner a priori au XIIe siècle, et nous, on n'a rien changé à tout ça. Donc ce qu'on fait là, il y a 800 ans, on le faisait exactement de la même manière. En fait, ici, tout est mécanique. Tout est mécanique et fait constituer de plusieurs matériaux. Donc ici, on a la grande roue, le rouet qui est fait en bois, tout comme la lanterne. Le gros fer, comme son nom l'indique, est en fer, et lui va entraîner la meule tournante, parce qu'elle tourne tout simplement. Ouais. Elle est en granit? Non, elle est en silex. Et comme on n'a pas de silex en Vendée, on est obligé de les faire venir de la Ferté-sous-Jouarre, donc en région parisienne, où là, il y a des carrières de meules qui existent depuis toujours. C'est ce savoir-faire ancestral que Loïc a plaisir à faire perdurer. Tu penses que la meunerie aujourd'hui n'est pas du tout la même de celle qu'on rencontrait il y a 50 ans ou 100 ans? C'est la même chose, mais c'est comme fabriquer des chaussures à la main et fabriquer des chaussures avec des machines. On fait le même métier, mais pas de la même manière. Et voilà, ici on arrive à l'étage où tout se fait, et donc où tu as les produits finis, et je te montre cette farine ici. Donc ça c'est la plus épaisse, c'est le petit son. Ah, pourtant c'est fin. C'est très fin, mais regarde, comparé à celle-ci, Ah oui, en effet. elle est beaucoup plus fine, et surtout, regarde, beaucoup plus blanche. Ah oui, oui. J'ai l'impression que c'est une véritable passion pour toi, le moulin. C'est une passion, ouais, c'est un grand plaisir surtout. Un grand plaisir de travailler là, écoute cette ambiance. On se laisse bercer, on a même envie de dormir. Ça te donne des ailes en quelque sorte. Ça me donne des ailes, ça me fait voyager. Un voyage que nous poursuivons dans un autre haut lieu des guerres de Vendée. Le magnifique logis de la Chaboterie nous transporte à la découverte de la figure emblématique du général Charette, chef des armées vendéennes, opposé aux républicains. C'est pour remonter sur les traces de celui que l'on surnomme le roi de la Vendée, arrêté dans les sous-bois de ce domaine, que Laurent part retrouver Jacques Ravelot du Parc, passionné par le passé de ce lieu. Je t'attendais plus tôt. Ah oui. Comment vas-tu? Bien, Jacques. Vendée pluvieuse, Vendée heureuse. Oui, oui. Ouais, je me baladais, j'ai envie d'aller voir la croix de Charette, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ouais. Ça t'embête pas, c'est de venir? Ah oui, alors un petit coin de parapluie? Ah oui, ça sera bien aujourd'hui. On y va? Ouais, on y va. Voilà, on arrive. Je ne vais pas t'apprendre ce que c'est que cette pierre ici. Ici fut pris par le général Travaux, le général vendéen François Athanase Charette de la Contrie. Charette, le héros des guerres de Vendée. Il a tenu 3 ans dans ses forêts, dans ses taillis, pour combattre les armées républicaines. Et ça, c'est vraiment ancré dans les mémoires. Ouais. C'est dans le tempérament vendéen aussi. Hein. La devise de Charette, c'était combattu, Souvent. battu, Parfois. abattu. Jamais. Ah, tu connais bien tes classiques. Moi, je te propose, avant qu'il y ait encore une grosse averse, qu'on retourne là-bas. Ça te va? Oui, on y va. Allez, oui. Le 23 mars 1796, le général Charette, arrêté dans les sous-bois de la Chaboterie, blessé, est ainsi transporté dans les cuisines du logis, devenu campement républicain. C'est l'atmosphère de ce moment unique qui transparaît encore aujourd'hui dans les murs épais de ce manoir du XVe siècle. Voilà. Bon, on va se mettre les pieds au sec un petit peu, Laurent, si tu veux. Je t'en prie. Alors, fais très attention, parce que là, tu es dans un lieu extrêmement important. Ah bon? Ça, devant toi, c'est la table, le banc, où Charette, quand il a été conduit ici, après la statue qu'on a vue tout à l'heure, il a été conduit ici, blessé, évidemment, très grièvement blessé, d'ailleurs. Ils l'ont mis là, il s'est assis sur le banc, et
pense qu'à l'endroit où je suis, Charette a effectivement posé ses mains, ses bras, sa tête. Enfin, il était évidemment épuisé. Il sait qu'il va être jugé, il sait qu'il va être condamné, il sait qu'il va mourir. Je trouve que c'est quelque chose de très troublant. Quelque chose aussi de très théâtral. Vous imaginez, quand les siècles qui passent, après, les gens qui réfléchissent à ça et disent qu'a pu penser cet homme-là. Mais la chaboterie ne pourrait être résumée que par l'histoire du général Charette. Lors de votre visite, laissez-vous charmer par son exceptionnel jardin clos à la française, où se mélangent 120 variétés de fleurs, et par son architecture typique du bas Poitevin. Pour conclure son superbe voyage dans la campagne vendéenne, Laurent a tenu à retrouver Isabelle Annonier, cuisinière hors pair et charismatique propriétaire de la ferme du Moulin Minier. Un moment chaleureux pour découvrir une recette typique, le farci Poitevin. Bonjour Isabelle. Ah, salut Laurent. Tu vas bien? Ouais. Bon. Alors tu ramasses ces ingrédients pour le farci Poitevin? Bah oui, hein. Les côtes de bled, tu vois, elles sont belles, hein. Regarde, oui, il y en a carrément, une quantité quand même, hein. Donc on va pouvoir faire des terrines avec ça, hein. Bon, eh ben on y va alors. Bon, on y va, ouais. Le farci Poitevin était autrefois cuisiné dans les fermes vendéennes, aussi bien comme plat quotidien que pour les grandes occasions. Pour faire ta recette, tu as besoin de quels ingrédients? Alors donc, la viande que je vais mettre à mijoter tout doucement, là, tu vois, je vais aller faire cuire ça comme ça, là, tu vois, je vais aller mettre ça sur le feu, hein, voilà. Ensuite, bah là, mes légumes qui sont cuits, que j'ai ébouillantés, donc là, j'ai mes choux, mes côtes de bled, alors pareil, hein, tu vois, toujours pareil, le même principe, tu vas émincer. La base, c'est de légumes verts. D'accord. En général, il y a toujours plus ou moins du chou, parce que nous, le Vendéen, tu sais, hein, on est des ventres à choux. Pourquoi ventre à choux d'ailleurs? À l'époque, les gars, ils avaient des grands tabliers bleus, tu sais. Ils ont une petite coupe où ils coupent le chou, puis ils le mettent dans le tablier qui reprennent comme ça. Ça fait une ventrée de chou. Un ventre à chou, tu vois. Une ventrée de chou. Les légumes verts, manquant parfois de goût, n'hésitez pas à relever votre mélange avec quelques épices, puis ajoutez le porc qui aura cuit 15 minutes à la poêle. C'est bon, tu vois. On va mettre ça comme ça, voilà. Hein. Et là, maintenant, c'est le finish. Donc, tu mets des œufs, parce que les œufs, ça a la propriété de lier les choses. Donc le blanc, ça va lier. Hein. Ok, donc tu vas juste de la crème fraîche, parce que ça parfume aussi, ça finit le tout, tu vois. Ça va faire quelque chose de sympa. Ah oui, après. t'es généreuse là. Hein. Oui, non, bah oui. Ouais. Ah, il faut être généreux. Il faut être généreux pour pouvoir nourrir les gens. Ah ben non, autrement, tu peux pas faire ce métier-là, c'est pas possible. Et voilà, tu vois. Et là, notre terrine, tu vois, ben, ça voilà, Ouais, elle est faite. Cette recette symbolique de la région, Isabelle la tient de son père, qui lui-même l'avait apprise de sa mère. Car dans cette famille de fins gourmets, le goût des bonnes choses est avant tout une affaire de transmission. Et c'est cette convivialité qu'elle est heureuse de partager aujourd'hui avec Laurent. Donc là, hop, on va la goûter, Oui. hein, parce que là, ben, ça y est, elle est prête. Alors, elle n'est pas froide, elle n'est pas trop chaude, elle est juste tiède, tu vois. Elle est parfaite quoi. Ben voilà, elle est parfaite. Regarde ça. Voilà, et alors on va se manger ça. Hein. Tu sais quoi? Je crois que c'est la première fois que j'en mange. Bah, t'es temps alors. Hein. T'es temps que tu viennes ici, hein, parce que il y a longtemps que ça existe, le farci Poitevin. mais je regrette pas d'être venu au Moulin Minier. Quittons maintenant le bocage pour le littoral vendéen, qui saura vous séduire avec ses plages somptueuses de sable fin, ses variations de lumière et son incroyable nature sauvage. Antoine Tatin est originaire des Sables d'Olonne. Photographe professionnel, il aime attraper les lumières matinales et les lignes de ce décor maritime et balnéaire. C'est dans cette ville côtière, capitale du Vendée Globe, que nous faisons escale lors de notre première étape. Une pause hors du temps, dans une ville où se mélangent 150 ans d'architecture disparate. Derrière ce visage hétéroclite, c'est vers une balade plus authentique dans les petits quartiers cachés entre port et plage que nous vous emmènerons à la découverte des joyaux de cette station balnéaire. Pour cette visite qui s'annonce passionnante, Antoine a tenu à rejoindre Priscilla Giboteau, une guide enthousiaste qui a grandi au sable. Salut Priscilla. Salut Antoine. Ça va bien? Ouais, et toi? Très bien. Comme tous les Sablais, il se donne rendez-vous au pied de la pendule du Remblai. Priscilla aime transmettre aux touristes de passage, mais aussi aux Sablais, sa passion pour l'histoire de la cité portuaire.
Priscilla emmène Antoine découvrir les secrets d'une somptueuse villa construite en 1914 face à la mer. Aujourd'hui propriété de particuliers, le Palazzo Clementina est l'une des dernières maisons symbolisant l'âge d'or de la station. Ici, c'est Monsieur Moulin qui souhaitait avoir une belle maison un peu ostentatoire, qui soit un mélange de palais italien, d'où son nom Palazzo, hein, et puis un petit château gothique. D'accord. Et elle est quand même très imposante, d'autant plus qu'il y a cette tour sur le toit terrasse qui agit comme un belvédère. Souvent, les gens pensent que cette tour est un phare, mais pas du tout. C'est simplement un point de vue un peu plus haut, parce qu'à l'époque, les courses de chevaux se déroulaient sur la plage à marée basse. Ok. Donc le propriétaire pouvait les observer de sa tour. De sa tour, vraiment. Le mieux placé. Oui. Antoine et Priscilla quittent le front de mer et pénètrent dans le quartier mystérieux et pittoresque de l'île Penotte, niché à quelques mètres du Remblai. Les ruelles piétonnes et étroites, que l'on appelle ici venelles, ont été transformées par les œuvres de Dan. Depuis près de 20 ans qu'elle habite ce quartier, elle a investi les façades avec des fresques colorées et originales. Tiens, bonjour Dan. Bonjour. Bonjour Dan. Comment allez-vous? Ça va? Alors, c'est la dernière œuvre? Oui, là je vais m'amuser beaucoup, là, je le sens. Vous faites quoi exactement? Ben oui, bien, je vais faire quelque chose d'inquiétant, quoi. Oui, bah oui, je reconnais le cri de Munch. Oui, tout à fait ça. Et là, je voulais faire quelque chose qui fasse un peu peur, alors ça va être garanti. Hein. Ah. Dan, du coup, comment ça a commencé alors, votre envie de coller des coquillages sur les murs? Déjà, quand j'étais petite, je faisais les concours de sable, j'ai gagné des premiers prix, tout ça. J'ai toujours aimé tout ce qui vient de la mer et tout ça. J'ai récupéré cette maison pour venir l'habiter à l'année. Mais le quartier était triste, pas éclairé du tout. Vous avez eu envie de l'égayer, en fait. Oui, c'est ça, de faire quelque chose. Avec la complicité de la mairie, Dan met en scène sur chaque plaque de rue et façade du quartier un décor maritime plein d'élégance où se mêlent mythologie et créatures fantastiques. Surnommée par tous la Dame aux coquillages, vous la croiserez peut-être sur la plage à débusquer les coquillages pour sa prochaine œuvre. Il faut trouver le coquillage, mais c'est l'idée et le coquillage. C'est un mariage des deux. Si je n'ai pas le coquillage et que j'ai l'idée, ça ne peut pas. Donc c'est vraiment une histoire. Un dialogue entre les deux. C'est une rencontre entre les deux, en fait. D'accord. Je peux juste vous demander une faveur, Dan? Je pourrais essayer d'en mettre un? Ah ben oui, je vais vous donner de la colle. Ah ouais, allez. J'en ai toujours rêvé. Attendez, je vais vous donner quoi alors? Un couteau? Un couteau? Oui, il y a des couteaux qui sont courbés, mais ça, on les trouve sur la plage. Hein. Ça dépend des marées. Il faut que ça soit bien rempli. C'est comme les coquillages farcis, quoi. Il faut absolument mettre tout ce qu'il faut. D'accord. Bon, je vais compléter votre... Là, vous le mettez par là. Petite branche, là. Ok, ça marche. Comme ça va? Oui. Il y a désormais un monsieur au coquillage. Oh là. Oui, ça casse, mais c'est rien. Est-ce que je pourrais bientôt vous remplacer Tu es adoubé, Antoine. Bon. Il faut quand même quelques stages. Ah, il faut quelques stages quand même. Vous aussi, venez vous perdre dans cette ambiance féerique dans les petites ruelles de l'île Penotte. Avant de se quitter, Priscilla emmène Antoine dans un lieu avec lequel elle partage une histoire particulière. Le quartier de la Chaume, séparé du centre-ville par le chenal. Bon, Priscilla, on arrive dans ton fief, là, maintenant. Ouais, je t'amène dans mon quartier à la Chaume. C'est le quartier où j'ai passé toute mon enfance. Ancien village de pêcheurs, la Chaume est le berceau historique de la ville. Même si les deux quartiers sont réunis depuis l'arrêt royal du 7 août 1754, on continue de distinguer les Chaumois des Sablais. Une histoire qui remonte aux guerres de religion, lors desquelles les Sablais affichèrent leur fidélité au catholicisme face aux Chaumois, convertis au protestantisme. Aujourd'hui encore, les habitants continuent de s'amuser de cette frontière historique. Il y a un moment que je t'avais pas vu, dis. Bah oui, Tu fais toujours tes petites visites à la maison. Bonjour. Tu t'es pas mal prise. Qui c'est ce beau petit gars que je le bise? C'est Antoine. Oui. Un Sablais. Ouais, je tiens à vous dire qu'il vient des sables. Alors là, je sais pas. Je sais pas si je dois l'embrasser. Oh, mais ça va, c'est un gentil Sablais. On se fait une bisou Viens pour donc, toi. viens donc, je te bise ta face. Ta face de Guamon. Ta face de Guamon. Là, on va s'en aller en haut de la tour Arundel. Allez donc. On va aller voir la vue. Oui, vous avez raison, c'est très beau. La tour Arundel est le plus ancien phare de Vendée. Bâti au XIVe siècle par les princes de Talmont, le premier feu y fut installé en 1593. En haut de la tour, vous découvrirez une vue originale sur la ville. Bon, Priscilla, on peut dire que c'est le point culminant des sables, là. Superbe. Avec le chenal qui sépare bien
Bah, les deux s'abdelonnent, on peut dire. Les Sabdelonnes et le quartier de la Chaume. Oui, les deux quartiers finalement. Hein. Parce que la Chaume, c'est un quartier des Sables, c'est le quartier maritime. Un quartier où il y avait beaucoup de petites maisons de pêcheurs. C'est là qu'il y a eu la plupart des conserveries de sardines à la période de la grande pêche à la sardine. Et puis, c'est un quartier qui a gardé son âme. On l'a vu tout à l'heure avec Eliane. Hein. Oui. Il y a encore une âme populaire, il y a une truculence encore dans ce quartier. Oui, avec ces petites rues étroites. Oui. Là, je vois l'église. Juste devant, on a la fresque avec tous les personnages de la Chaume, hein, ce qui fait un petit peu l'âme du village. Alors, il y a une particularité, un détail très cocasse, ces espèces de poteaux à linge. Enfin, il y a une façon bien particulière d'étendre le linge ici. Oui. Alors, c'est vrai que les cours, ça fait partie de l'architecture locale. Toutes les petites maisons de pêcheurs en avaient. Et dedans, on a ces fameux poux qui, autrefois, étaient utilisés pour faire sécher les filets de pêche et qui ont été récupérés par les ménagères maintenant pour faire sécher le linge. Donc, en fait, ici, on n'étend pas le linge, on le hisse. On le hisse. Et ça, c'est vraiment une particularité chaumoise. Une spécificité liée au passé maritime du quartier, que vous pourrez prendre le temps de découvrir lors d'une balade dans l'intimité des rues de la Chaume. C'est entre Noirmoutier et Beauvoir-sur-Mer qu'Antoine va emprunter le passage du Gois, une chaussée submersible de 4 km unique au monde. Autrefois seul accès pour l'île de Noirmoutier avant l'arrivée du pont, il est aujourd'hui traversé à marée basse par les touristes en quête d'authenticité et aussi par les amateurs d'une pêche bien particulière. C'est sur ce bout de route perdu en pleine nature que s'attarde chaque jour Jean-Pierre Lagache, un amoureux de la pêche à la palourde. Salut Jean-Pierre. Antoine. Comment va? Mon petit gars, bonjour. La forme? La forme, et puis beau temps. Journée pêche à pied? On va goiser, on va se mettre les pieds dans l'eau. Enfin, on va traverser le Gois une bonne partie pour trouver notre coin de pêche. Qu'est-ce que t'as aux pieds, toi? Ah oui, des bottes. Des bottes, ouais. Non, parce qu'avec des petites chaussures comme moi, des fois, tu marches sur la palourde et tu la sens. Ah, c'est un peu le sport local ici, la pêche à la palourde. Ah oui, hein, c'est un passe-temps. Et puis, bon, ben, tu concilies les deux. Hein. C'est le loisir et puis tu te ramènes une petite cuisine à la maison, donc c'est sympa. Hein. Et c'est pratiqué, bien sûr, par les gens du pays et les estivants. Hein. Oui. Mais le Gois, c'est le terrain de prédilection. Hein. Alors pourquoi? Parce que d'abord, c'est un haut fond, donc elles ne vont pas non plus à 50 mètres de profondeur. Hein. Tu sais qu'ici, au maximum des marais, il y a 4 mètres d'eau, aux plus fortes marées. Donc, en plus, le fond vase, sable, même caillasse, ça lui convient parfaitement. Hein. Muni de sa grappette à 3 dents et de son filet de pêche, Jean-Pierre ne s'adonne pas qu'au bonheur d'aller pêcher, mais sait apprécier les richesses de ce paysage unique et magique. Voilà, c'est la pleine nature, hein, Jean-Pierre. On est hyper excentré par rapport au Gois. Tu entends là les canards, les oies, je sais pas là. On est perdu au milieu de nulle part. T'aimes ça, toi? La civilisation, elle est derrière. Hein. Ouais, la société de consommation, on s'en fout. C'est le goût de la pêche. Et puis la pêche, c'est une philosophie, tout compte fait. Une véritable philosophie qu'il faut savoir pratiquer. Car si vous voulez vous initier au plaisir de la pêche, sachez qu'il est possible de goiser toute l'année, mais que les meilleures palourdes se débusquent en mai. Tiens, regarde. Elle se cache. Qu'est-ce que t'as trouvé? Tiens, tu vois ça, Jean-Pierre, là? Je garde ou je garde pas, c'est ça? la maille, c'est beau, ça. C'est beau? Ça, c'est beau, hein. Parce qu'il y en a que tu rejettes, hein, si j'ai bien compris. Ah oui, oui. Parce que, bon, on doit pêcher à partir de 40 mm. Avec l'habitude, et puis en ayant mesuré des bestioles chez toi, tu vois ce que c'est, hein, 40 mm, c'est assez petit. Hein. Dis donc, Antoine, faut pas faire que parler, hein, faut taper dedans. Hein. Ah bah, écoute, je ne fais que... Mais faut chercher celles qui sont stratégiques aussi. Regarde, tu vois, regarde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est pour découvrir une spécialité culinaire de Vendée qu'Antoine se rend au marché de Chaland, une ville située à une vingtaine de kilomètres du Gois. Avec la complicité de David Bourmeau, chef restaurateur, il va s'initier à la cuisine d'un mets typique de la région qui remonte au 19e siècle, le canard au sang. On va aller voir le fameux canard au sang, si tu veux, que tout le monde connaît bien. Ouais. Donc c'est cuisiné sur les plus belles tables du monde. On peut en trouver notamment la Tour d'Argent, forcément à Paris, mais aussi beaucoup au Japon. Les Japonais sont très friands de cette volaille. C'est quoi exactement le canard au sang? Le canard au sang, c'est un canard qui n'a pas été saigné en fait. C'est une technique d'abattage. On va garder le sang à l'intérieur de la chair, ce qui va donner une chair juteuse.
C'est beaucoup moins gras même, je dirais, que le canard mulard avec lesquels on fait le foie gras, si tu veux, qui est une autre variété. La notoriété du canard au sang s'est développée avec l'essor du train. Autrefois appelé canard nantais, car son transport pour Paris se faisait en gare de Nantes, il a par la suite été rebaptisé canard de Chaland. Je vais faire une recette qui a un lien avec le littoral. Tu vas m'assister? Oui, hein, oui. Parce que j'ai toujours besoin de quelqu'un sûr pour faire de un ça peu de plonge et puis faire pas quelques peur bricoles au restaurant. T'as pas peur? Non, non. Ah, bon. Non, mais je pense être un bon professeur. Donc j'espère. Eh, écoute. Si ça marche pas, c'est que t'es un mauvais élève. C'est ça le beaucoup de pression là. Et voilà David, ton canard au sang. Super, merci Frédéric. Bonne journée. Antoine va goûter le mélange entre produits de la terre et richesses de la mer dans une recette dont seul David a le secret. Un canard chalandais en croûte de sel aux algues. Donc maintenant on est dans le vif du sujet avec le canard. Exactement. Ce que tu vas faire, c'est l'incision. Ok, donc D'accord. tu vas me montrer ça. L'incision, en fait, tu prends ton couteau. Oui. Et tu vas faire des petits traits comme ça. Juste dans la sur la chair. chair, voilà, à peu près d'1,5 centimètre, si tu veux, de tenant. Et tu fais ce geste-là. Je tiens comme ça? Oui. Ok. Alors, il ne faut pas que tu coupes jusqu'à la chair. Il faut que tu incises seulement. Comme ça. Voilà. Voilà. Et il y a un permis après qui peut m'être délivré ou... Oui. Non, non, il faut 2 ans, normalement. Écoute, je vais essayer de donner tout ce que j'ai. On te fera rentrer, on t'intronisera dans la confrérie du canard, si tu veux. Super. C'est pas génial, je crois, ce que je fais, mais enfin bon... Hein, mais c'est pas mal, mais c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est un début, n'est-ce pas? Pour garder sa chair rosée, la cuisson de la viande ne doit pas dépasser 4 minutes. Quant à la croûte de sel, petite astuce, pour que l'alchimie fonctionne, utilisez un sel un peu humide et de Noirmoutier bien sûr. Ça c'est du kombu. Si on n'a pas de kombu, on peut prendre des algues à sushi, du nori, tu sais, pour faire les sushis. Là. Oui, d'accord. Et puis on va enrouler en fait notre canard. Et puis là, on va mettre tout le sel qui nous reste. Hop. Tu vas venir ramener... C'est un vrai canard de la mer, là. Ah ben là, c'est très marin, là, Ah dans oui. la recette, exactement. Ah oui. Là, on va vraiment faire le lien entre les deux. Et en plus, ça va nous permettre d'avoir une cuisson quasi parfaite, si tu veux. Puisque le sel va former cette croûte qui va être au-dessous du canard. Et puis, on va le mettre au four pendant 20 à 25 minutes. D'accord? D'accord, bon. Voilà. On va regarder surtout ce qu'il y a dessous. Donc, on va y aller gentiment. On va mettre des petits coups de couteau comme ça. Ça a l'air bien dur, en tout cas. Ouais. Là. Alors, il y a des gens qui mettent des blancs d'œufs dedans, on peut le faire également, mais je pense que c'est pas indispensable. Donc, on va les enlever délicatement. Tu vois, notre kombu, il a fait son effet. Hein. Ouais. Il est cuit. Hop. Notre canard aussi. Donc là, tu vois, on a le sang qui va remonter petit à petit. Oui. On a une cuisson qui est légèrement à point. C'est quand même une bonne cuisson, c'est juteux, puisque le canard est resté enfermé, si tu veux, dans ce sel. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on passe à table rapidement, en fait. Ouais. Faut pas qu'on attende trop longtemps. Sinon, on va avoir une cuisson un peu trop forte. Bon. Toi aussi, c'est ce que tu souhaitais? C'est ce que j'allais te proposer. Bon, bah écoute, on est prêt. Tu as bien travaillé. On va déguster ça. Miam. J'adore. Ah ouais, délicieux. Retour à Noirmoutier, où Antoine a tenu à nous proposer une balade unique. Dans le petit port de pêche très typique de l'Hergaudière, premier producteur de sole de la côte atlantique, il monte à bord du Martroger. Ce vieux gréement de 22 mètres est classé monument historique depuis 1993. C'est l'histoire passionnante du dernier baliseur à voile de France qu'Antoine va découvrir avec Alain Leculé et les bénévoles des Amis du Martroger. Bienvenue à bord, le pied dans le sabord, on y va. Larguez. L'arrêt à hisser, on peut envoyer quand vous voulez. Allez, c'est parti. Voile d'artimon, grand voile, trinquette, avec ses 150 mètres carrés de voilure, Antoine a de quoi s'initier au métier de marin. 1, 2, 3. Hop. Il faut qu'ici le mulet monte. Ici. 1, 2, 3. Hop. Encore un dernier coup. Un dernier coup. Un dernier coup. Ouais. Voilà. Et tu ramènes tout de suite. C'est sportif, hein? Ah ouais, c'est sportif. Ouais. Dis-moi Alain, on est sur le Martroger. Le Martroger, c'est une histoire qui commence, on va dire, dans les années 30. C'est la marine en bois. C'est une histoire qui commence au Sable d'Olonne. Tout à fait, au Sable d'Olonne, puisqu'il a été construit au Sable d'Olonne en 1933. C'est un baliseur, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait que les marins qui allaient en mer. Et il y a des dangers en mer, surtout quand on est près de la côte. Donc il fallait baliser les dangers, sonder les fonds, oui, et puis bien sûr entretenir les phares et balises qui existaient déjà. Le Martroger naviguera jusqu'en 1991. C'est à cette époque qu'il termine sa carrière de navire baliseur. Voué à la destruction en raison de l'importance des travaux à engager, les habitants de Noirmoutier pensent alors faire leurs adieux à un navire historique. Les Amis du Martroger
ont joué un rôle prépondérant pour essayer de sauver ce bateau, trouver un financement. On s'est battu de 2005 à 2009 pour trouver un financement pour le restaurer. Il a été remis à l'eau en 2011. C'est grâce à la volonté farouche de marins solidaires que le Martrojet sera entièrement restauré et retrouvera sa silhouette d'origine. Fort de cette renaissance inespérée, le Martrojet est devenu le véritable ambassadeur de l'île de Noirmoutier, au même titre que le passage du Gois. C'est très rare qu'un vieux gréement ait pour port d'attache toujours le même port d'attache. Vous prenez n'importe quel vieux gréement, ils ont bourlingué, une fois ils étaient dans certains ports, d'autres fois dans l'autre, mais lui, toujours Noirmoutier. C'est notre fierté. Si vous aussi, vous voulez découvrir autrement les splendeurs de l'île de Noirmoutier, montez à bord de ce bateau mythique en adhérant à l'association. Vous permettrez ainsi de faire perdurer l'histoire du Martrojet sur le littoral vendéen. À l'intérieur des terres, venez explorer les merveilles du sud Vendée. Sur les traces de Rabelais ou de la légende de la fée Mélusine, entre villages d'exception et richesses insoupçonnées du marais Poitevin, laissez-vous séduire par ces innombrables trésors. C'est l'amour des vieilles pierres qui a conduit Caroline Blangillier à poser ses valises à Fontenay-le-Comte, une ville d'art et d'histoire, au patrimoine architectural époustouflant. C'est dans ces rues qu'elle a marqué chaque jour qu'elle a ouvert une magnifique maison d'hôtes symboliquement nommée Les Beaux Esprits, en écho à la devise de la ville. Pour cette incroyable balade dans les ruelles de Fontenay, Caroline a tenu à être accompagnée de Marie-Gabrielle Giroir, une guide incollable sur les secrets de cette ville Renaissance. Elles se rendent à la fontaine des Quatre Tias, joyau de Fontenay. La fontaine des Quatre Tias se situe en bas du coteau. Ce coteau qui porte la ville depuis le Moyen-Âge. Et en bas du coteau, depuis toujours, une source jaillit. Et c'est sans doute à cause de cette source qu'on a implanté une ville à cet endroit-là au XIe siècle. D'accord. Et il y a cette fameuse devise? Oui, cette fontaine a reçu ce cartouche avec l'inscription prononcée par François Ier. Une phrase est écrite en latin, je vais dire la traduction en français du premier coup. Fontenay, source jaillissante des beaux esprits. Les beaux esprits, ça nous permet d'évoquer la population intellectuelle, l'élite sociale, les humanistes qui ont vécu à Fontenay-le-Comte. C'est donc l'introduction de la Renaissance à Fontenay. Cette fontaine qui a l'air d'un petit temple à l'antique. Et à Fontenay, nous avons plusieurs monuments. C'est vrai. Qui sont des monuments du XVIe siècle. On a l'habitude de dire Fontenay, cité Renaissance. Et donc, justement, tu vas nous emmener voir un beau lieu Renaissance. Juste à côté, ici, il y a la maison Billot, qui est le joyau de la Renaissance fontenaisienne. Allons-y. Oui. Capitale du Bas-Poitou, Fontenay-le-Comte attire les intellectuels et devient au XVIe siècle une ville humaniste. L'illustre François Rabelais séjourna d'ailleurs à Fontenay puisqu'il fut moine franciscain dans un couvent de la ville à cette époque. C'est dans des hôtels particuliers comme la maison Billot, où se rendent Caroline et Marie-Gabrielle, que se retrouvait l'élite intellectuelle fontenaisienne. Construite en 2 phases au milieu du XVIe siècle, elle reste un des symboles de l'architecture Renaissance de la ville. Donc là, Marie-Gabrielle, tu nous emmènes dans un lieu secret de Fontenay. Cette maison est le joyau de la Renaissance fontenaisienne et son décor est tout à fait typique de certaines maisons royales. Par exemple, la façade que nous avons sous les yeux, avec la très très grande fenêtre dominée par son fronton. Les historiens qui sont spécialistes de l'architecture de la Renaissance française nous ont bien affirmé que ceci était inspiré du palais des Tuileries, construit par l'architecte Pierre Lescot pour le roi Henri II, le fils de François Ier. La maison Billot est caractérisée par un décor ornemental sculpté très 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 joli, vraiment très intéressant, avec son grand fronton porté par les deux feuillages, les 2 consoles feuillagées. Puis on peut observer les têtes de lion qui ponctuent ces 2 culots. D'accord, c'est vraiment sublime. Si vous passez par Fontenay, prenez plaisir à vous perdre dans les petites ruelles bercées d'histoire de cette ville élégamment marquée par la Renaissance. C'est vers une autre splendeur que nous vous conduisons maintenant, la meunerie de Nieul-sur-l'Autise. Cet ancien moulin à eau abrite un magnifique four en pierre,
Et c'est dans ce lieu atypique que Caroline rejoint Christophe Moreau, un pâtissier qui tenait à lui faire goûter une recette bien connue des Vendéens. Entrez. Bonjour Christophe. Bonjour Caroline. Déjà au travail? Ben oui, un petit peu, oui. Enfin, quand je suis en train de préparer le préfou. Le préfou, c'est l'emblème de la Vendée, mais autrefois, c'était un pain juste domestique que l'on faisait dans les fermes pour savoir si le four était assez chaud. Avant d'enfourner ses pains, le boulanger plaçait donc ce morceau de pâte dans son four. Après quelques minutes de cuisson, si le préfou était cuit, cela signifiait que le four était chaud. D'où son nom, préfou, qui signifie avant le four. Pour ne laisser aucun reste, les boulangers garnissaient alors ce premier pain en enlevant la mie dont ils faisaient ensuite de la chapelure. Puis, une fois farci, ils le remettaient à cuire une seconde fois. Là, je vais pouvoir préparer pour garnir. C'est-à-dire que je prendrai la préparation, le sel, le poivre, le beurre et l'ail, et je vais garnir à l'intérieur. En tout cas, ça ouvre l'appétit. Ah, tu vois, là, j'en mets un petit peu partout. J'en mets pas trop parce que ça fond au fur et à mesure. Et là, je le referme. On va se régaler. Là, il faut juste cuire le beurre avec l'ail. Donc c'est encore plus rapide que la première fois. Ah oui, là, c'est juste pour le cuire un tout petit peu. Aujourd'hui, le préfou est commercialisé dans toutes les boulangeries de Vendée. Mais sa cuisson, dans un authentique four en pierre, est devenue très rare. Un privilège que Caroline va avoir le plaisir de goûter. Là, je le récupère. Tu vois, là, il est bien aplati. Il est bien croustillant. Déjà très appétissant. Qu'est-ce que ça sent bon. Tiens, Caroline. Merci Christophe. Excellent. Tu vois, naturel, simple, efficace. C'est vrai. Restons au cœur du splendide village de Nieul-sur-Lotise, porte d'entrée du Marais Poitevin. C'est au bord de ces canaux que l'on trouve un des matériaux traditionnels du Marais, l'osier. Depuis des siècles, il sert à confectionner des paniers de pêche. Et c'est pour s'initier à ce savoir-faire ancestral que Caroline a tenu à retrouver dans son atelier Daniel Bria, un des derniers vanniers de Vendée. Ah, bonjour, rentre. Bonjour Daniel. Bonjour Caroline, assieds-toi, je suis en train de faire une bosselle. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Une bosselle. Alors la bosselle, c'est vraiment un piège. L'idée, c'est de capturer la l'anguille dans le Marais Poitevin, dans les conches, dans les canaux. C'est un objet qui a été fabriqué il y a très longtemps déjà. C'est très très ancien. D'ailleurs, on en a trouvé une il y a 9000 ans. Les rameaux de saule, qui donneront l'osier, sont récoltés en hiver après la chute des feuilles, puis conservés en sève jusqu'en mai, avant d'être séchés au soleil. Pour les utiliser en vannerie, ils seront immergés dans de l'eau froide pendant 2 à 6 heures selon leur taille. Est-ce que tu penses que je peux essayer? Ah oui, bien sûr. Tu vas voir, c'est peut-être pas aussi simple que ça ne paraît. Alors, donc, tu tiens la bosselle, tiens-la entre tes jambes, par exemple, comme ça, voilà. Et puis tu essaies, vas-y. N'écarte surtout pas, cherche à rentrer les montants pour obtenir cette forme conique. Alors, il faudrait tasser un peu dessus parce que tu vois, il y a des jours, il y a des espaces entre de quelques millimètres, parfois très peu, mais en tapant comme ça, je suis sûr de bien serrer. Tiens, essaie. Tu vas voir, ça permet à cette masse de fer là. Plus fort, n'hésite pas. Voilà, très bien. Quand elle est finie, je dois faire un bouchon qui ferme complètement la sortie, bien sûr. D'accord. Mais si tu veux, je peux te montrer. On va aller en poser une. J'en ai une qui est faite là récemment. Bien. On va aller dans l'Autise, près de l'Autise, tous les deux. Avec plaisir. Ok, on y va? Oui, on y va. C'est dans les recoins cachés des berges de la rivière l'Autise que Daniel emmène Caroline s'exercer au plaisir de cette pêche traditionnelle. Cette activité typique du Marais Poitevin est ouverte d'avril à octobre. Et c'est maintenant avec amusement que vous pourrez chercher les bosselles d'osier qui bordent ces rives. Vers là, ça devrait pas être mal. D'accord. On va... Ouais, je crois que... Voilà un endroit où on va pouvoir le poser. Tu penses qu'il y a assez de fond ici pour la lancer? Oui, je pense que ça va aller. Elle va descendre doucement. Il y a 50 cm d'eau vers là-bas. Ça serait bien qu'elle soit là. Alors dans cette position-là, tu vois, l'entrée, c'est ici. L'anguille, elle va remonter le courant en longeant la berge. Donc toi, tu vas la lancer vers là, à peu près, dans cette position. Et donc, on met un appât à l'intérieur? Comment ça se passe? C'est important ici, dans cette partie-là, la chambre, là, il faut mettre un verre de terre.
au bout d'une tige. Hein, voilà, donc tu vas la Je la lance à prendre. plat, c'est ça? Tu vas la lancer à plat. Alors vas-y, là c'est bon. Voilà, très bien. Et elle va descendre tout doucement. On la laisse dans l'eau combien de temps à peu près? Eh bien, elle peut rester pendant toute la période de la pêche, hein, une partie de l'année. Mais par contre, tous les jours, on peut venir voir s'il y a quelque chose. Hein, la sortir, regarder, puis la remettre. Poursuivons notre voyage au fil de l'eau, au cœur de la Venise verte. C'est pour une extraordinaire balade en barque dans ce paysage façonné par les hommes depuis le XIIe siècle que Caroline a tenu à rejoindre Damien Leclerc au splendide embarcadère de Maizet. Allez, c'est parti Caroline. Donc ça fait longtemps que tu n'étais pas venue dans le Marais. Écoute, oui, ça fait quelques temps et ça me fait bien plaisir de revenir faire une petite promenade avec toi. Ouais, bah, ce qui est sympa, c'est qu'on je vais te montrer des endroits que j'aime particulièrement. Et notamment le fait de, là, on va longer l'abbaye. C'est un site exceptionnel sous toute lumière. Ce qui est impressionnant, c'est notamment la partie cathédrale. C'était le lieu de prière, avec la partie chœur qui a totalement disparu, simplement parce que la Révolution, comme beaucoup de monuments historiques, l'abbaye elle a été vendue et le propriétaire, celui qui a acheté l'abbaye, a démonté les pierres de l'abbaye. En fait, il n'avait pas suffisamment d'argent pour payer, pour acheter l'abbaye, et il a commencé à démonter le chœur pour vendre les pierres aux habitants pour construire leur maison. Avant sa destruction, la cathédrale de Maizet avoisinait les 100 mètres de longueur, soit l'équivalent de celle de Notre-Dame de Paris. Les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle y faisaient même le détour pour se recueillir sur les reliques de Saint-Rigomère. Alors là, Caroline, on arrive à la pêcherie. Et pourquoi ce nom, la pêcherie? Alors, la pêcherie, c'est une parcelle particulière. C'est un endroit, en fait, le propriétaire, il l'a aménagé avec ses propres voies d'eau pour faire rentrer le poisson et pouvoir pêcher l'anguille. Je crois que c'est un lieu que tu affectionnes particulièrement ici. Ouais, c'est vrai que c'est un lieu moi j'apprécie beaucoup parce que déjà tu peux le voir, là il y a un petit peu de vent, mais là on est bien à l'abri. Quand il fait très très chaud l'été par exemple, on se retrouve aussi à la fraîcheur. Et puis c'est particulièrement boisé et on trouve des arbres qu'on trouve nulle part ailleurs dans le Marais. Il y a notamment il y a des beaux chênes, on en trouve quand même un peu dans le Marais, mais il y a notamment un séquoia, une variété de thuya. C'est le seul endroit où on va trouver des conifères dans le Marais. Les bénévoles de l'association Famille Rurale participent avec Damien à l'entretien de cette parcelle particulièrement préservée. Dans cet écrin de verdure, l'équipe défriche les arbres, nettoie les berges et continue ainsi à sauvegarder le patrimoine vivant du Marais poitevin. Ce qu'est en train de faire Michel, c'est ce qu'on appelle le reméillage de cosse. C'est-à-dire qu'il nettoie tout autour du tronc principal. Ouais. Le but, c'est de garder 3 ou 5 branches maximum pour qu'elles puissent se développer, gagner en largeur. Et puis, d'ici 3 ans, on coupera net autour de la tête, c'est-à-dire qu'on étête le frêne à ce moment-là. Et comme ça, on récupère le bois pour chauffer. Le but, c'est que le frêne soit toujours bien vivace, qu'il ait toujours ce pouvoir d'enracinement dans la berge et qu'il puisse se développer à nouveau. Pourquoi plutôt des frênes qu'une autre essence d'arbre? Alors le frêne, déjà, il a un rôle pour maintenir les berges, si tu veux. Ça empêche l'érosion des berges. On a des variations de niveau assez importantes dans les voies d'eau. Donc comme ça, la berge ne s'érode pas. Et aujourd'hui, le frêne, c'est l'image du Marais poitevin. Quand tu vois une image où tu vois du marais et en même temps sur les berges des arbres et notamment les frênes, tu sais que tu es dans le Marais poitevin. Ça garantit l'image du marais. Avant de se quitter, Damien tient à faire découvrir à Caroline une petite curiosité du Marais poitevin. Alors Caroline, je vais te montrer une dernière petite chose, c'est la bardane, c'est cette plante ici. Donc tu vois, ça fait des bonnes feuilles, un peu comme la rhubarbe, mais qui peuvent être jusqu'à 70 cm d'envergure. Et puis surtout, ça donne ce petit fruit là. Ce petit fruit là, c'est le fruit de la bardane, alors qui est là, qui est sec. Hein. Et puis à l'intérieur, tu as les graines. Tu vois, ça lui permet à la plante de se reproduire. Et surtout, c'est les petits crochets qui sont intéressants, parce qu'ils ont inspiré l'inventeur du velcro en fait. Le velcro, il s'est inspiré de cette plante là. Donc tu vois qu'il peut s'accrocher sur les poils si on veut, sur le t-shirt facilement. Et puis si je veux l'enlever, hop, la plante, le fruit s'ouvre et les graines, tu vois, se propagent un petit peu partout. Pas facile de s'en dépêtrer. C'est sûr, tu vois, ça reste encore un peu accroché. Quittons la pleine nature pour une dernière escale dans la petite cité médiévale de Vouvant. Classée parmi les plus beaux villages de France, Vouvant abrite une splendide église romane du XIe siècle. Mais elle fait surtout la curiosité des promeneurs avec sa légende de la fée Mélusine, qui serait à l'origine de la construction du village. C'est au rythme d'un cheval de trait et pour nous raconter l'incroyable histoire de la fée serpent que Caroline va rencontrer Béatrice Ripaud, une guide passionnée. C'est ce site qu'a choisi Guillaume d'Aquitaine, le duc d'Aquitaine,
pour installer le village de Vouvant sur un éperon rocheux entouré d'eau sur 3 côtés par la rivière. Tu vois, la rivière, elle s'enroule autour du village de Vouvant, enserrant cette colline. Et c'est pourquoi Vouvant porte ce nom-là. Vouvant signifie la colline entourée d'eau. Le village est ainsi protégé naturellement par les éléments, mais également par ces imposants remparts construits directement dans le schiste. Il y avait environ 2 km de long pour ce rempart et une vingtaine de tours. Dont la tour Mélusine, dont la tour nous Mélusine. apercevons. Et au sommet de laquelle nous allons monter tout à l'heure. N'est-ce pas, Caroline? Oui, bien sûr. C'est pour apporter gloire et prospérité à son mari, Raymondin, que Mélusine aurait construit en une nuit un château fort sur les bords de la rivière qui entoure le village. Le seul vestige qui nous soit parvenu est cette magnifique tour de 30 mètres de haut. Selon la légende, Raymondin aurait découvert que sa femme possédait des jambes en écailles de serpent. Mélusine fut alors chassée du château. Mais à en croire Béatrice, son ombre plane encore sur le village. Alors, Mélusine, elle s'envole. Elle fait 3 fois le tour du château, 3 fois le tour de la forteresse, 3 fois le tour du village avant de s'en aller dans la grande forêt de Vouvant-Mervent. On raconte que Mélusine est toujours, depuis l'époque des chevaliers, oui, Mélusine, elle est toujours présente dans cette forêt. Elle veille sur les habitants de Vouvant, les Vouvantais, sur les Merventais, les habitants de Mervent, le village voisin. Oui, Mélusine, elle est là. Elle veille sur nous parce que Mélusine, c'est d'abord la mère Lusigne. Le nom Mélusine vient de la mère Lusigne, la mère des Lusignans. Ainsi s'achève notre extraordinaire périple en terre vendéenne. Un voyage aux saveurs authentiques que vous aurez vous aussi un immense plaisir à découvrir.